Maison Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de la vigne et des hommes et des femmes. Car vous savez qu'à partir du livre de Monique, eh bien, nous allons découvrir des femmes du territoire de Cognac. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Axelle Gros-Perrin qui nous reçoit à Saintes. Alors bonjour Axelle, merci de nous recevoir. Bonjour, bienvenue. Donc bienvenue à Saintes, au bord de la Charente. Je vous propose qu'on aille tout de suite dans nos chais, les chais de la famille Gros-Perrin. C'est ce qui m'a ramenée dans la ville de Saintes. Donc je suis très attachée à notre histoire familiale et au cognac, où intuitivement nous n'étions pas tout à fait rattachés à Cognac. Et puis voilà. Maintenant, on fait partie du territoire. Alors moi, j'ai lu dans le livre de Monique Filiou, les femmes du Cognac, que vous avez tout un parcours très particulier, notamment à Paris, notamment aux Beaux-Arts, et puis que vous avez un jour décidé, par circonstances familiales, on va revenir à la famille, de vous enraciner dans le Cognacais, et plus particulièrement en faisant un tout petit pas de côté à Saintes. Là où on vous découvre aujourd'hui, donc on va dire les bâtiments, c'est quoi? Ce sont des chais. Et il y a un très beau bâtiment dont vous m'avez dit le nom en préparant l'émission, mais que je n'ai pas retenu, où il y a votre cave, puisque c'est une caviste que nous avons au micro aujourd'hui. Comment s'appelle ce bâtiment ? Alors, le bâtiment où est située la boutique, ça s'appelle une impériale, c'est un petit bâtiment. Mais là, précisément, on est dans les chais. C'est des bâtiments qui longent la Charente, qui ont été construits en 1850 pour la société viticole de Saintes. Alors je suis un peu multicasquette. Là, puisque nous sommes dans le chai, on va parler de ma fonction un petit peu couteau suisse au sein de la société Cognac Gros-Perrin. Donc je suis moi dans la famille la petite sœur. Mon métier à moi, c'est donc caviste, donc dans l'impériale où je vends nos produits, mais bien évidemment toute autre sorte de spiritueux, les cognacs des confrères, du whisky, du rhum, du vin. Et je suis aussi l'aide de camp de mon bien cher frère et je fais les visites de notre maison cognac, je fais les étiquettes, je fais plein d'autres choses. Et donc là, puisqu'on commence par le chai, je vais vous parler peut-être un petit peu succinctement des spécificités des cognacs Gros-Perrin. Donc nous, dans le cognac, je ne sais pas un petit peu comment on pourrait peut-être expliquer le cognac. Le cognac, il faut bien penser que c'est très pyramidal en fait. Souvent c'est peu évoqué, mais à la base, il y a quand même de nombreux viticulteurs, plus de 4500 aujourd'hui, qui produisent la matière première, le raisin, le vin. Il y a 2000 distillateurs, donc il y en a qui distillent leur propre production, mais il y a aussi beaucoup de distillateurs de métier qui ne font que distiller. Et en haut de la pyramide, vous avez 5 maisons de cognac qui commercialisent 95% du cognac. Chez nous, chez Cognac Gros-Perrin, on est négociant-éleveur. Ça veut dire que nous n'avons pas de vigne, nous ne distillons pas. Notre métier à nous, c'est de faire vieillir le cognac. On va porter le stock un petit peu, si vous voulez. Et on va faire un petit peu de mise en bouteille. Donc, on va commercialiser des fûts uniques, des cognacs non assemblés. Ça, voilà. Ça, c'est vraiment notre spécialité. Et c'est pour ça que ici, dans le chai, on voit qu'il y a beaucoup de cognacs différents. Quand même beaucoup de vieux cognac. On a beaucoup de vieux millésimes. Là, quand on regarde les barriques, on a ce cognac Grande Champagne 1939. Là, en bout de rime, on a Finbois 68. Voilà, il y a vraiment plein de millésimes différents et on est quand même très spécialisé sur les vieux cognacs. Bon, alors des allées de fûts, mais pas jusqu'au plafond, juste un étage, on va dire. Oui. Un étage en hauteur, puisqu'on est au bord de la Charente, donc on inonde. Donc tous les fûts sont relevés à hauteur de la plus haute crue. Et puis nous avons aussi d'autres chais dans le petit village de Charmignac, des cognacs chez Oreco. Enfin voilà, il y a des eaux de vie. Si vous voulez, on peut parler de cette étrangeté qu'il y a au plafond. Oui, alors juste avant, mais on va en parler, vous ne faites pas d'assemblage.
Alors, on fait un petit peu d'assemblage, mais c'est vraiment pas le gros de notre production. On fait beaucoup de millésimes ou de single cask, si on veut faire le parallèle avec le whisky. Donc, on récolte, on met en fût, et voilà. Ah oui, alors moi, vous êtes taquin. J'étais rapide. Tout à fait. Dans l'idée, c'est ça pour simplifier, mais évidemment, il y a quand même du travail sur les eaux de vie, un travail qui est souvent assez rare, rarement expliqué, le travail de réduction, voilà, il y a vraiment tout un travail d'accompagnement des eaux de vie pour arriver à l'objectif qu'on s'est donné, sans forcément passer par le travail d'assemblage. Mais il y a quand même du boulot. Non, j'imagine, mais ça, on verra ça peut-être une autre fois avec votre frère, parce que ça me paraît important, c'est lui qui s'occupe de ça, même si vous êtes le couteau suisse. Mais dans ce couteau suisse, moi, j'ai entendu une histoire, c'est-à-dire que quand nous sommes rentrés en visitant la maison pour faire l'émission, je tombe sur une cloche que je pourrais trouver dans le clocher d'une de nos églises, magnifique, faite dans une fonderie sans doute traditionnelle, avec toutes les gravures autour, et je me suis dit, elle est donc au plafond, il y a un trou sans doute avec les bureaux, et puis ensuite où vous travaillez à l'étage du dessus. Et je vous ai demandé pourquoi cette cloche, et donc je vous repose cette question. Alors, cette cloche, elle sonne en fa dièse. En fait, elle va sonner toutes les 2 heures. Ici, chaque personne qui travaille chez nous descend une fois par jour sonner la cloche pour bercer le cognac. Alors, il faut être un peu ouvert d'esprit. Les ultrasons, ça polymérise les atomes. À chaque fois, ça redispatche les atomes différemment dans la barrique, et c'est très intéressant pour le vieillissement des spiritueux. Toute une équipe de scientifiques, plusieurs scientifiques ont parlé de ça. C'est des résultats qui ont été préconisés par des chercheurs. On s'est emparé de ça, mais il y a aussi toute une partie très ésotérique, très spirituelle. C'est rendre hommage aux gens qui ont distillé ces cognacs. Comme je vous disais, on est très spécialisé sur les vieux cognacs. On a beaucoup de vieilles eaux de vie qui ont été distillées, qui ont été aimées, qui ont été portées par des gens qui sont morts depuis longtemps. Et de venir sonner la cloche, c'est d'accompagner ce cognac. Le cognac, quoi qu'il arrive, il vieillit. On peut le mettre au fond d'un chai, lui cracher dessus tous les jours. C'est le temps qui passe, il vieillit. On pense qu'il ne vieillit pas de la même manière si on lui accorde, si on lui donne la main. Voilà. Et donc, tout le monde participe à ce vieillissement. La comptable, qui n'a rien à faire dans le chai, descend au moins une fois par jour pour sonner la cloche. Et c'est comme si on participait tous à ce vieillissement. Alors, il y a des éleveurs qui mettent de la musique classique pour leurs vaches. Eh bien, vous donnez des bonnes ondes à vos cognacs, et je trouve que c'est merveilleux d'associer tous ceux qui ont travaillé, et ça nous parle particulièrement sur notre antenne, par ce son de cloche, ce mini Angélus toutes les 2 heures finalement. C'est exactement ça. Je vais vous la faire sonner. Ah oui, bah alors là, ça fait pas 2 heures, donc c'est exceptionnel. Donc là, nous allons participer tous ensemble, auditeurs et ceux qui nous suivent sur Télé 16, à ce son de cloche dans ces chais des cognacs Gros Perrin à Saintes. Merci beaucoup, Axel. Maintenant que les ondes se répandent et qu'on en a les bénéfices nous aussi, c'est une espèce de communion entre vos eaux de vie, ceux qui l'ont travaillé, et vous qui continuez cette histoire aujourd'hui. Alors, puisque nous continuons cette histoire, nous allons continuer notre déambulation. Où allons-nous, Axel ? Alors, je vous propose qu'on aille dans mon antre, donc dans la boutique, dans la cave à vin, qui s'appelle La Cale. Et pourquoi la cale ? La cale, alors c'est la cale du bateau de la Gabarre, évidemment, puisque nous sommes au bord de la Charente, et la société que nos parents avaient créée s'appelait la Gabarre. Alors aujourd'hui, la raison sociale est devenue Cognac Gros Perrin, puisque on est reconnu sous le nom Cognac Gros Perrin, mais c'est vraiment un rattachement au cognac, à l'histoire familiale, au bateau, voilà, toute l'histoire du cognac, bien sûr. Bon, et alors là, on passe dans la réserve, il y a des cartons, il y a des escaliers qui montent à l'étage, et là, on va franchir une autre porte qui va nous emmener dans votre réserve et puis dans votre boutique. Tout à fait. Alors, ici, donc, on pénètre
enfin dans l'Impérial, cette petite excroissance en fait des grands bâtiments duché, qui a été construit, donc comme je vous disais tout à l'heure, en 1850, mais par une autre maison de cognac qui aujourd'hui a disparu, qui s'appelle Martino. Alors, on a pas mal partagé ensemble nos histoires d'avant. La famille Martino était une famille de cognac assez importante, et le fils a été un grand collectionneur d'incunables. C'est le fond de la bibliothèque de Saintes, et donc il a donné tous ses livres qui étaient stockés ici en fait à la France, et voilà, c'est à la bibliothèque François Mitterrand. Donc voilà, donc c'est cette petite bâtisse qui a des très jolies petites dentelles en bois tout le long du toit. On se croirait à Arcachon, un peu l'architecture Arcachon, de cette petite dentelle de bois qui suit la toiture. Alors c'est juste pour nos auditeurs et auditrices puissent s'imaginer éventuellement cet endroit avec des grandes ouvertures arrondies qui donnent beaucoup de lumière à votre boutique. Devant ces vitrines, vous avez installé des étagères et la lumière passe, encore une fois, cette espèce de spiritualité du vivant traverse vos bouteilles de cognac, enfin des bouteilles qui sont là et pas que du cognac. Oui, tout à fait. Alors, bon, je peux rassurer vos auditeurs, toutes nos fenêtres sont recouvertes de films anti-UV pour ne pas abîmer les spiritueux, mais toujours dans ce parallèle, en effet, la lumière qui passe à travers les spiritueux, cette couleur très ambrée, c'est presque comme des vitraux. C'est magnifique, quand les gens rentrent dans la boutique, ils sont toujours très impressionnés. Après, je suis donc une caviste traditionnelle, indépendante bien sûr, très spécialisée autour des spiritueux. Alors, bien évidemment, j'ai une grande sélection de cognacs, les cognacs de la maison, les cognacs de nos confrères et bien d'autres spiritueux, rhum, whisky, armagnac, et aussi une sélection de vins. Voilà. Alors moi j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé d'incunables tout à l'heure, de livres, et ça me ramène à votre histoire avant, ça me ramène à vos études, aux beaux-arts, à cette passion que vous avez du dessin. Vous parliez tout à l'heure de faire des étiquettes. C'est pas de coller des étiquettes sur une bouteille, c'est carrément de faire le dessin de l'étiquette, etc. Parce que ça va nous aider à mieux vous comprendre. Et ensuite, je poserai une autre question sur quand on s'installe ici avec une boutique, comment est-ce qu'on sélectionne, comment votre histoire s'est faite au fur et à mesure. Mais remontons un petit peu à Paris avant de redescendre en Charente. Alors en effet, j'ai fait des études. J'ai fait les Beaux-Arts, à Nantes, puis ensuite à Paris. Donc j'étais étudiante et pour payer mes études, j'avais besoin de travailler. Voilà, j'ai travaillé donc en tant que caviste. J'ai découvert ce métier comme ça, parce qu'on pourrait croire que familialement, comme on avait un pied dans le cognac, eh bien pas du tout. C'est pas inné. C'est vraiment un choix d'étudiante pour gagner ma vie, de faire ce métier-là. Et j'ai découvert un métier passion. Le fait que tous les millésimes soient différents, ces histoires d'hommes, de terroirs, ça m'a passionnée. Et donc j'ai continué mon travail étudiant donc aux Beaux-Arts. Et ensuite, pour gagner ma vie, j'ai décidé de faire ce métier de caviste, ce métier passion, ce qui m'évitait de faire des concessions dans ma pratique artistique. J'étais pas prête à être caviste, de travailler pour les autres. Je voulais travailler que pour moi, pour le dessin. Et donc, évidemment, c'est plus compliqué de se lancer sans faire de concessions dans la partie artistique. C'est pour ça que j'ai décidé d'être caviste pour gagner ma vie. Voilà. Une fois, j'ai été travailler à Paris, beaucoup, à Bruxelles, puis j'ai travaillé aussi un petit peu dans le thé pour compléter mon travail, ma connaissance du palais des arômes. Et je suis venue aider mon bien cher frère qui avait monté cette boutique et qui avait personne pour la tenir. Et donc, j'ai pris le relais. Mais je voulais pas perdre ma pratique artistique. C'est pour ça que j'ai décidé, je lui ai proposé de faire les étiquettes à la main pour tout ce qui était spécial release. Alors, chez nous, chez Cognac Gros Perrin, on est très spécialisé sur les cognacs un peu pointus, qui s'adressent aux grands amateurs de spiritueux, des grands collectionneurs, en fait, qui aiment beaucoup venir dans nos chais, déguster directement sur fût. Et donc, quand il y a un cognac qui leur plaît, tel quel, comme ça, en cours de vieillissement, on fait une bouteille spécialement pour eux. Et donc, du coup, ça fait partie de la gamme classique, donc il n'y a pas d'étiquette. Et donc, pour prolonger ce moment d'échange, d'exclusivité, eh bien, je fais les étiquettes
à la main. Voilà. Et donc, souvent, il y a un dessin qui va prolonger ou qui va faire un clin d'œil aux discussions qu'on a eues dans le chai. Voilà, on est sur le luxe au 19e, comme au 19e, quoi, avec de la calligraphie, avec du dessin. Et le dessin original est directement collé sur la bouteille. Comme on faisait les voyages au 19e avec son petit carton de dessin et on faisait des dessins aquarellés de ce que l'on voyait. C'était magnifique. Bon, alors d'ailleurs, les livres sont assez présents dans votre boutique. Je vois d'ailleurs aussi le livre de Monique Filiou. Donc, je vous disais, vous arrivez à Saintes pour aider votre frère et puis du coup, vous y restez et vous vous plaisez dans cet endroit. Et comment construisez-vous cette boutique et puis tout ce qui se trouve dedans? Parce que pour des gens qui voudraient se lancer en caviste, votre histoire, on voit bien le cheminement. C'est-à-dire, c'est une sorte de long cheminement qui permet de faire sa propre cave et de la proposer aux gens. Et je lisais dans le livre de Monique aussi, à votre sujet, que vous écoutez énormément les gens pour pouvoir, tel un libraire d'ailleurs, les renseigner au mieux pour que leur palais soit satisfait. Exactement. Alors, il y a toujours comment on construit une sélection. Alors, moi, j'ai fait le choix, et puis c'est assez naturel de faire une belle part aux spiritueux, hein, puisque on est une maison de cognac. Nos amateurs viennent chercher son grand amateur de spiritueux, puisque ce qui est assez intéressant, hein, c'est que les amateurs de spiritueux ne sont pas toujours amateurs de vin. C'est pas aussi simple que ça. Les amateurs de vin sont quand même un petit peu frileux avec les spiritueux. Hein, c'est pas du tout la même clientèle. Donc, dans l'univers des spiritueux, cette sélection. Le fait qu'on accueille beaucoup de grands amateurs, de grands collectionneurs, on rencontre beaucoup de distillateurs. J'ai accès quand même à beaucoup de flacons très rares qui sont très difficiles à avoir. Et c'est aussi pour ça que la boutique a été créée. Hein, c'était partager cette opportunité-là. Donc après, construire une gamme, il faut être cohérent. Hein. Aujourd'hui, le rhum a une vraie dynamique. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent le rhum, qui ont découvert les spiritueux par l'intermédiaire du rhum. Hein. C'est tout de suite le voyage, c'est tout de suite hyper sexy, ça fait tout de suite voyager. Donc construire une gamme, voilà, de produits un petit peu plus standardisés, des produits faciles avec un peu de sucrosité pour mettre le pied à l'étrier, si vous voulez, et petit à petit alléger, enlever les adjuvants, donner la main au client, satisfaire aussi bien le béotien qui vient découvrir un rhum facile qu'un grand collectionneur qui va chercher des rhums hyper pétrolés, hyper puissants, qui de prime abord, comme ça, ne sont pas faciles d'accès. Il faut avoir une palette très large, aussi bien dans le rhum, dans le whisky, voilà, construire pour en avoir pour tous les goûts, pour tout le monde, toutes les histoires. Et autour du vin, c'est vrai que par nature, hein, par éducation, je suis à la recherche de vignerons de travail qui est respectueux de l'environnement. Donc voilà, je suis très très tournée vers les vins en biodynamie avec un engagement sur le vivant. Voilà, le vin est un produit vivant, donc aussi bien sur le matériel végétal que sur le produit fini. Donc voilà, donc ça va être ma trame, mais je suis pas du tout sectaire. Hein, quand c'est bon, c'est bon. Hein. Donc voilà. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc une sélection, voilà, de vins français parce que je me déplace énormément dans le vignoble. Je vais voir comment c'est fait. Je rencontre les vignerons. Donc j'aime voir de mes yeux vus, ce qui va faire que je limite au vignoble français. Mais voilà, quand je pars en Italie, je ramène plein de vins italiens parce que j'ai vu de mes yeux vus, ou en Espagne. Mais voilà, je vais voir. Voilà, ça c'est important. Alors, imaginons, quelqu'un franchit la belle grille, arrive devant votre porte, rentre dans la boutique. C'est pas un spécialiste, c'est pas un collectionneur, c'est pas un amateur, il n'y connaît pas grand-chose, il sait pas ce qu'il vient chercher. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Comment vous allez lui prendre la main? Parce qu'il peut être impressionné aussi par vous, en se disant, oh là, elle connaît plein de choses, elle rencontre des collectionneurs et moi, j'y connais rien. Comment vous allez faire? Alors, moi, j'ai vraiment plaisir à prendre la main, à expliquer. J'ai autant de plaisir que soit un grand amateur, parce qu'on va être dans un échange nourri et tout ça. Mais j'ai presque autant, plus de plaisir à mettre le pied à l'étrier. En fait, ça peut paraître impressionnant, mais avec 2-3 petites phrases, on peut tout de suite comprendre ce que la personne recherche. Tous les spiritueux sont en dégustation. Donc, une dégustation
pour mettre les mots, pour choisir les bons mots, parce qu'on n'utilise pas forcément le vocabulaire, c'est très facile. Dans l'univers du vin, on va parler d'images beaucoup. Hein. Moi, je viens de l'univers de l'image. Je parle pas de mots techniques. Voilà, c'est astringent, c'est comme si c'était un... Non, c'est pas intéressant. On raconte des histoires en fait. Là, de dire voilà, ça fait plutôt penser à une rivière. C'est très japonais en fait. Les Japonais vont jamais donner des notes de dégustation. Ils vont utiliser des images. Eh bien, pour rendre le produit accessible, ça peut être une solution. Je m'adapte. Alors des fois, on va parler musique. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très mélomane aussi. Alors, je vais m'adapter en fonction de la personne, mais c'est assez. Alors, pour moi, hein, c'est assez simple d'accompagner les gens avec des questions, si c'est pour offrir, si c'est pour soi. On va parler beaucoup de nourriture. Voilà, il faut trouver le fil pour pouvoir tirer la pelote. Alors, et c'est assez simple. Justement, Axel, on vient vous voir, on doit aller dîner chez des amis. Vous allez poser quoi comme question ? Alors, est-ce que vous connaissez les goûts de la personne chez qui vous allez ? Oui, alors voilà, par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de boire des Bordeaux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit ? Souvent, on peut me dire non, je ne sais pas. Alors, basez-vous sur vos a priori, je vais vous répondre, puisque moi, je ne connais pas cette personne. Donc, à votre avis, voilà. Et oui, parce que si moi, je ne la connais pas non plus, ça va être compliqué. Alors, non, si, on peut faire. Par exemple, si c'est quelqu'un de la région, les gens sont très, très attachés à Bordeaux. Est-ce qu'on va rester sur quelque chose de classique ? Qu'est-ce que vous voulez donner comme message ? Est-ce que c'est important d'avoir une étiquette qui ronronne un petit peu à l'oreille, une appellation qui est rassurante, ou alors est-ce que vous voulez vous présenter en tant qu'aventurier et découvrons le champ des possibles en fonction du budget. Voilà, on peut avoir beaucoup de points d'accroche. C'est assez simple en fait pour accompagner. Il faut toujours se baser sur ses impressions, hein, voilà, sur ce qu'on pense, se faire confiance. Super. Je vous dis, tiens, tel vin, vous me présentez un vin en biodynamie. Et alors là, je vais peut-être un peu avoir peur parce que j'ai entendu des choses pas toujours sympas sur la biodynamie ou sur ce vin qui se garde mal, etc. Vous me dites quoi ? Alors, tout dépend si on est un grand aventurier ou pas. Hein. Il y a des choses, des vins qui sont proposés en biodynamie qui sont très carrés. Travailler en biodynamie ne veut pas dire faire un vin de garage complètement rock and roll. On peut avoir des vins très accessibles, très carrés. Pardon, je suis désolée. Axel, vous me disiez carré à l'instant, et quoi encore ? Alors, ce qui est important, je vais reprendre sous une autre forme parce que je suis un peu perdue. Donc, il y a des vins en biodynamie qui sont extrêmement, qui ont à la dégustation, qui peuvent être aussi carré, aussi oui, enfin, on s'y retrouve. On a les bien. codes du vin traditionnel, voilà. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de la biodynamie. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Mais en effet, il y a des vins en biodynamie ou des vins en ce qu'on va appeler méthode naturelle, hein, où il y a des aventures un peu plus larges. Hein, c'est joli comme voilà. Mais c'est pas forcément. Tout dépend de l'expérience de dégustation qu'on a, tout dépend de l'attente qu'on a. Hein, généralement, on va attendre quelque chose d'un vin ou d'un plat en fonction du bagage. Voilà. Si on a l'habitude de boire des Bordeaux très techniques, on peut être surpris d'un vin extrêmement rock'n'roll où ça sent la ferme. Voilà. Mais on ne plonge pas dans le grand bassin comme ça d'un coup, mais il y a des vins qui sont en biodynamie avec peu de soufre, en levure indigène, qui vont avoir un goût aussi carré que les vins très technologiques. Tout dépend de ce qu'on attend, en fait. On reviendra vous voir pour parler de la biodynamie. Ce qu'on sait, c'est que chez vous, on trouve des vins en biodynamie et autres, et toute une gamme de produits. Et moi, je voudrais qu'on passe dans la petite pièce d'à côté où il y a vos crayons, vos cartons à dessin, et aussi plein de petits flacons pour la dégustation. Donc ça, c'est votre entre guillemets. C'est de l'alchimiste. C'est la tanière, hein, tout à fait. Donc là, ici, vous avez donc toute cette partie avec toutes ces étagères et tous ces petits flacons. Ce sont tous les spiritueux qui sont constamment en dégustation tous les jours, hein, ce qui va me permettre d'affiner la demande de chaque client. Il y en a des centaines, hein, pour nos auditeurs. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai des pièces pleines chez moi d'échantillons. Et puis, alors, il y a un petit côté qui est très sympa, hein, c'est que moi, dès que j'ouvre une bouteille, je fais plusieurs échantillons.
dont un que je garderai toujours en mémoire, qui ne sera jamais bu. J'ai juste à mettre mon nez dessus, c'est mon annuaire, et on retrouve toutes les sensations. Et puis, d'autres échantillons pour échanger avec les autres fadas qui font comme moi, un peu comme les cartes Pokémon, puisque nous avons beaucoup de cuvées où il y a 300 bouteilles pour le monde entier, il n'y en aura plus jamais, et donc on est très content d'échanger nos petits échantillons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échantillons, beaucoup de bouteilles qui sont accessibles à n'importe quelle personne qui vient ici à la boutique et qui va rechercher quelque chose, voilà, pour trouver précisément. On l'aura compris, si on vient ici, on sera accompagné et on aura toute la pédagogie nécessaire pour que vous nous compreniez, que vous nous emmeniez là où on n'aurait peut-être pas voulu aller, mais qui sera une belle découverte. Et comme on arrive au terme de l'émission, je vous bouscule un petit peu là peut-être, mais on reviendra. C'est simplement pour vous dire, eh bien, et quoi, demain, vous recevez aussi pas mal de jeunes qui veulent faire ce métier et qui, comme vous, peut-être auront fait autre chose et un jour diront, ah mais oui, mais c'est ça que je veux faire. J'en ai rencontré lorsque j'ai fait l'émission à l'école Saint-Joseph-Lamandier avec la sommellerie, des jeunes qui se préparaient, qui faisaient ça pour ça. Alors vous, qu'est-ce que vous faites quand vous recevez ces jeunes et l'avenir, vous le voyez comment ? Alors, en effet, moi, je forme beaucoup d'apprentis. Je trouve que la formation est fondamentale pour bien comprendre son métier, pour s'ancrer personnellement. Moi-même, j'ai besoin d'être ancrée et c'est un plaisir de former les gens. Puisque je pense que j'ai un rapport au commerce qui peut être un peu différent, qui se perd aujourd'hui, qui est un peu voilà, anachronique, voilà, les étiquettes comme au 19e, et voilà, ce rapport aussi du petit commerce. Voilà, j'adore jouer à la marchande, et je pense qu'il faut donner ça, qu'il faut ce rapport au monde est assez différent. Et donc ensuite, il y a aussi toute cette partie qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je projette, de plus en plus de temps pour la création et sortir aussi un petit peu des petites miniatures des étiquettes d'un dessin de 5 cm sur 5 cm. J'ai besoin d'un petit peu plus de place. Donc je pousse mes murs et j'amène mon atelier à l'extérieur à Saintes et je fais de la céramique, de la gravure et je produis de plus en plus. Et avec un petit peu de thé par-dessus tout ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Axel Gros-Perrin, de nous avoir reçus aujourd'hui à Saintes. On reviendra sans doute vous voir parce que vous avez beaucoup de verve et c'est très intéressant. Et je vous en remercie au nom de tous, vraiment. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de la vigne et des hommes et des femmes.